Donc, Yves Citon écrivait à la fin de Lire, interpréter, actualiser que la construction d'une interprétation littéraire consistait à en faire le site d'un événement, je cite ici, face auquel il appartient à l'interprète de pousser un processus de fidélité et de vérité qui lui fasse tirer de ses traces un maximum de conséquences. Ces deux concepts, la vérité et la fidélité, participent à la préservation des interprétations en tant que site d'un événement, selon Citon. Ils entendent donc un processus de durée et parallèlement de survie. Philosophiquement, Citon s'inscrit ici dans la droite lignée de Spinoza, pour lequel tout être, des atomes aux galaxies, se meut minimalement avec pour objectif sa propre conservation, faculté que Spinoza nomme le conatus. La durée devient alors sous sa plume une mise en marche et une mise à mort, une sorte de moteur premier et dernier de l'élan vital des choses. Puisque chez le philosophe du XVIIe siècle, comme le rappelait Deleuze dans ses cours, les atomes ont un pouvoir de discernement leur permettant d'agir et de réagir. Les éléments agissent les uns sur les autres et se modifient sans cesse en fonction de leur mode d'interaction. Le monde est alors vu comme une espèce d'interface sur laquelle se déroule un jeu d'affection entre les différents agents qui à la fois agissent et subissent, et en vertu de ce dernier statut, se transforment pour devenir eux-mêmes un site événementiel où se déroulerait à beaucoup plus petite échelle le même phénomène, et ainsi de suite. Cette spirale métonymisante, moi je la nomme la poupée gigogne spinozienne. Donc, sans rentrer trop dans les détails de cette métaphysique, l'intérêt de cette lecture consiste à noter avec Yves Citon que le texte lui-même s'émancipe de toute forme d'autorité pour devenir cette interface, c'est-à-dire, et je cite, « rien en soi-même, mais quelque chose qui n'est que par autre chose, dans un rapport à autre chose, rien de substantiel, mais une réalité purement modale, si l'on définit le mode comme les affections d'une substance. Autrement dit, ce qu'il est dans une autre chose, par le moyen de laquelle elle est aussi conçue. » Bon, on peut remercier Citon pour les formulations difficiles, je vais vous clarifier ça dans un instant. Alors qu'une substance pour Citon serait au contraire ce qui est en soi et conçu par soi. Donc la littérature, ainsi pensée, devient finalement une sorte d'entre-deux, c'est-à-dire un espace négatif ou vide à remplir. Citon en parle en termes d'antaxe, c'est-à-dire un principe structurel qui dérange le champ syntaxique afin de promouvoir une expérience sensorielle et multiréférentielle. Au sein de cet espace, c'est une véritable lutte pour l'existence qui se joue, littéralement au sens où Darwin l'entendait. Donc, entre les substances, qui ici seront les interprétations. Et donc, un peu à l'image de l'homme qu'Érasme décrivait, on pourrait dire que les interprétations ne naissent pas ainsi, mais se façonnent-elles. Donc, celles-ci s'entredévorent ensuite au sein et entre les différentes communautés interprétatives. La connation des lectures possibles institue en dénotation les différents processus de connotation. Mais au final, ce sont les interprétants qui agissent au sein de la littérature et qui ont, pour ainsi dire, droit de vie et de mort sur la métaphore. C'est pourquoi l'interprétation est inséparable du corps qu'elle habite. Yves Citon, en littérature, parle de ce phénomène en tant que recherche des agrammaticalités. Et ce type d'interprétation consiste à en faire des éléments structurants un nouveau champ perceptif. D'où l'idée que la littérature peut influencer la vision du monde. Et qu'elle contient en elle les germes de toute cosmologie, chose que les anciens poètes, de Homère à Hölderlin, avaient déjà entrevue. De là aussi l'idée que la littérature peut devenir le laboratoire de mondes alternatifs. C'est cette idée que je voudrais justement explorer à travers l'esthétique d'un auteur dont l'écriture se nourrit justement de cette volonté de partager et de transformer les mondes. Si je me penche ici sur la prose d'Alfred de Musset, c'est principalement parce que Laurent Jenny, que Yves Citon cite d'ailleurs pas mal dans son troisième chapitre, dans un autre livre ici, La terreur et les signes, situe l'appréhension de ce phénomène au cours de la période romantique, puisqu'il y a l'inauguration finalement des différentes poétiques de rupture. Cette coupe diachronique s'expliquerait par le fait qu'une fois jeté le doute, et là je cite Laurent Jenny, sur l'autorité et les pouvoirs du langage, on entre dans une certaine folie de l'expression. Chacun croit pouvoir transfigurer pour tous les conditions de l'expression par l'invention d'une rhétorique singulière.
Cela explique largement la prodigieuse dévoration des formes qui marque la modernité. » Fin de la citation. Donc, qu'on soit chez Jenny ou chez Citon, les formes de l'interprétation sont sujettes à la prédation. Ce rapport entre chasse, interprétation et littérature, placé sous l'égide de la terreur chez Jenny, mais aussi sous l'insoutenable chez Citon. À ce niveau-là, je vous renvoie à un autre livre que Citon a écrit, qui est « Renverser l'insoutenable ». Ce rapport, donc, est tout de même pensé par le philosophe suisse comme ce qui nourrit la vie littéraire, qui devient une sorte d'immense organisme vivant, qui faisait dire d'ailleurs à Deleuze qu'un texte n'était qu'une machine dans une machine. Voilà. Donc voilà. Et cette machine, sous la plume du philosophe français maintenant, acquiert le statut de machine désirante, tel qu'il le définit dans l'Anti-Oedipe, c'est-à-dire comme un plan d'immanence traversé par le flux du désir qui initie son processus de productivité et le commande selon le modèle du rhizome. Ou pour le dire autrement, c'est un corps sans organes dans lequel, au fond, on peut se retrouver avec un mélange d'organes complètement différents, mais constamment adapté à l'environnement. Ça devient une forme d'écologie, finalement, dans laquelle on peut s'insérer. Ce qui nous ramène au romantique et plus spécifiquement à Musset. Celui-ci, dans son incipit canonique de la Confession d'un enfant du siècle, présente son roman comme un fruit retiré de ses paroles, à l'image d'un renard pris au piège, rongeant son pied captif. Et donc, il nous présente son roman comme ce pied qui nous tend. Les membres et les parties du corps ne manquent d'ailleurs pas de traverser l'œuvre de Musset, comme l'annoncent déjà les rêves dans l'anglais mangeur d'opium, qui est en fait une traduction, mais vraiment mal faite, donc on peut quasiment considérer que c'est une œuvre d'Alfred de Musset, et dont l'une des visions oniriques les plus probantes, oui, mais il a tout modifié le texte, alors c'est dur de dire que c'est une traduction. Donc, une des visions oniriques les plus probantes est celle où le narrateur est face à un cadavre et, paralysé de terreur, se retrouve à ne plus pouvoir tourner la page. Cette métaphore est vraiment étrangement choisie, puisqu'au fond, il n'y a jamais mention de livre dans le texte. C'est uniquement des rêves qui, finalement, deviennent des pages qu'on peut tourner. C'est donc dans ce mouvement d'attraction que nous entraîne Musset, mais non sans une certaine ambiguïté. C'est sous le patronage du corps que s'écrit cette littérature, ce qui m'amène finalement à réfléchir à une sorte de grammaire de l'actualité, c'est-à-dire à des virtualités sous-jacentes à ce mécanisme d'interprétation, tel que le définit Citon, et qui donne lieu aux différentes reconfigurations possibles du texte. Je voudrais donc penser avec Musset cette solidarité des corps comme un mécanisme sous-tendant la possible actualisation du langage. C'est en ce sens moral, par ailleurs, que Musset semble faire appel au lecteur, puisque, toujours à propos de son pied rongé, celui-ci écrit que s'il était seul malade, il n'en dirait rien. Mais comme il y en a beaucoup d'autres que lui qui souffrent du même mal, il écrit pour cela. Donc, bien avant Mallarmé, Musset inaugure en quelque sorte une théorie de l'image absente qui se déploie à partir des perceptions corporelles. La logique de cette forme argumentative est la suivante. Sans présupposer que tous ressentent les mêmes affects, le poète capitalise plutôt sur la question du corps. Celui-ci, en tant qu'interface, demeure sensiblement le même pour tous, sans que ce soit nécessairement le cas des modalités qui s'y jouent. Ce principe permet à Musset d'éviter, par exemple, d'éviter de décrire la beauté de Béatrice Donato dans sa nouvelle « Le fils du Titien ». Et ce principe-là d'ellipse, il le fait constamment. Il écrit notamment qu'il est impossible de rendre par des paroles la beauté des premiers regards que Béatrice jette autour d'elle. Et encore plus loin, Pipeau, qui est le fils du Titien, la regarde avec tant d'admiration qu'il ne pouvait pas parler. Les personnages de la nouvelle sont donc délestés de la responsabilité de la description, et c'est le narrateur qui se voit dans l'obligation de nous expliquer pourquoi. La raison, c'est qu'en quelques circonstances qu'on se trouve, il est impossible de voir une femme parfaitement belle sans étonnement et sans respect. Mais ici, la notion de beauté devient en quelque sorte un concept vide, puisqu'il n'y a aucune description, donc on ne sait pas quelle est la beauté selon Musset. Donc, le lecteur peut lui-même finalement investir ce mot-là. Et l'utilisation du « on », puisqu'il dit en quelques circonstances qu'on se trouve, demeurerait quand même assez ambigu, mais le narrateur passe son temps à parler au lecteur. Comme un peu plus loin, où il écrit, par exemple, que le lecteur a pu remarquer que Pipeau aimait les vins grecs, vins qu'il décrit par ailleurs comme « pas bavards ». On redouble ainsi constamment l'idée d'un silence communicatif.
Le dramaturge joue donc sur les différents paliers narratifs afin de moduler les détails aux perceptions de son lecteur, permettant de par le fait même le développement de nouveaux champs perceptifs à partir du même récit. Ainsi, si les critères de beauté changent au fil des siècles ou des individus, il n'en reste pas moins que les corps ont sensiblement les mêmes réactions face à elles. C'est ainsi que l'on retrouve Jenny et son principe de figuralité discursive que Citon cite au sein de son ouvrage. Celui-ci parle de cette absence d'image en termes de crise figurale, dans son livre La parole singulière cette fois-ci. L'aspect discursif apparaît ici comme un principe d'accommodation, toujours pour reprendre Citon, permettant au lecteur, mais aussi au texte, de servir de coquille vide dans lequel il serait possible d'insérer un certain nombre de descriptions relatives à un même objet et de les faire dialoguer ensemble. Et donc, c'est à partir de cette collection de données que Citon arrive à réfléchir à une sorte de grand intellect, selon ses mots, qui serait ni comme une série d'énoncés, ni même comme un langage, mais plutôt comme une force d'expression, comme un potentiel de pensée et de parole possible, et il ajoute entre parenthèses qui reste souvent à actualiser. Maintenant, j'aimerais me concentrer sur Camille, la petite sourde et muette du conte Pierre et Camille, puisque celle-ci constitue un cas exemplaire de la chose, lorsqu'il s'agit justement d'une situation extrême du langage. Puisqu'elle se trouve en permanence avec les yeux seuls au service de son âme, pour reprendre Musset, celle-ci se trouve à actualiser à sa manière des choses que tous semblent considérer autrement. Ce personnage, que j'analyse comme une étrange métaphore de l'acte de lecture, puisqu'elle lit le monde tout simplement, elle ne peut rien entendre, multiplie pourtant les tentatives de communication, malgré l'absence d'ouïe. Un exemple de cette grammaire du corps se développe tout au long du récit, alors que Camille fait cette chose étrange que de regarder parler. Lorsqu'elle assiste aux leçons de ses camarades, qu'elle n'entend pas, tout ce qu'elle reproduit, c'est des actions corporelles. Elle regarde parfois avec étonnement un de ses amis se faire gronder et se met simplement à pleurer avec lui, à chaque remontade, dont au fond elle ne saisit pas le sens. Et par exemple, un autre exemple serait que le soir, lors de la prière, elle joint les mains, toujours sans savoir pourquoi. Étrangement, ces actions s'inscrivent dans un mauvais jeu de langage. C'est pourquoi ce geste offusque son père, qui y voit, lui, littéralement une forme de profanation. Donc ici, le langage, qu'il soit corporel ou linguistique, sert principalement à marquer les limites entre les mondes. Camille sait compter, mais seulement jusqu'à 10, car les doigts suffisent à l'exercice. Plus encore, cette scène dans laquelle le père de Camille s'attend à voir de la coquetterie chez sa fille. Et ici, c'est littéralement une des premières interprétations quasi féministes qu'on pourrait faire de Musset. Moi, cette scène-là, je l'adore. Car, selon le père, la coquetterie se montre de bonne heure chez les femmes. Pourtant, Camille n'en donne aucun indice. Son père s'étonne alors qu'une petite fille ne comprenne pas un bonnet. Ce qui me rappelle cette formule de Jacques Bouvresse qui disait que le monde de l'homme de bien est celui du méchant, celui de l'homme heureux et celui du malheureux se révéleraient en fin de compte identiques s'ils pouvaient être décrits complètement. Et pourtant, il s'agit de mondes complètement différents. La grammaire de l'actualité recouvre alors les usages effectifs d'interprétation dans un jeu de langage particulier. Le cas de Camille constitue un argument décisif en faveur de l'interaction entre monde, cosmologie et interprétation, en ce qu'elle charge de signification nouvelle un monde dont elle n'a pas eu à subir le conditionnement. Le narrateur ne manque d'ailleurs pas de faire un clin d'œil au lecteur lorsqu'il lui indique que la citation « Lorsque j'étais un enfant, je ne voyais pas Dieu, je ne voyais que le ciel » est certainement un mot sublime et qu'il est écrit, comme on sait, par un sourd muet. De fil en aiguille, donc, l'isolation de Camille perdure, même adulte, alors qu'elle va, par exemple, à l'opéra avec son oncle, qui l'a adoptée, puisque quand sa mère est morte, son père ne voulait rien savoir, étant donné qu'elle était handicapée. Et donc, elle se retrouve cernée, et je cite, « de gens qui causent dans leur loge, ces musiciens dont les instruments réglaient la mesure des acteurs, ce vaste échange de pensées entre le théâtre et la salle, tout cela, pour ainsi dire, la repoussant en elle-même. Nous parlons et tu ne parles pas, semblait lui dire tout ce monde. Nous écoutons, nous rions, nous chantons, nous nous aimons, nous jouissons de tout. Toi seul ne jouis de rien, toi seul n'entends rien, toi seul n'est ici qu'une statue, le simulacre d'un être qui ne fait qu'assister à la vie. » À l'inverse, lors de sa rencontre avec Pierre, son futur mari, qui est aussi muet, à peine leurs yeux se furent-ils rencontrés, qu'ils restèrent tous deux d'abord immobiles et indécis, comme s'ils eussent cherché à se reconnaître, puis en un instant,
Ils se devinèrent et se dirent d'un regard, nous sommes muets tous deux. Se forme alors une nouvelle communauté en quête d'un langage à venir. Là intervient dans le conte le personnage de l'abbé de l'Épée, qui est un personnage qui a historiquement existé. C'est considéré comme un précurseur historique du langage des signes. Et dont il est dit qu'il apprenait aux sourds et muets à lire et à écrire, et qu'il les replaçait au nombre des hommes. Celui-ci, dans la pantomime informe de ces êtres misérables et méprisés, je cite ici, avait trouvé les germes d'une langue universelle. Celle-ci, comme l'écrira plus tard Camille, est non pas celle de la bouche, mais celle des mains. Et donc, dans son analyse de la chevelure de Maupassant, pour revenir à Citon rapidement, celui-ci soulignait le fait que le mot « possession » en français avait plusieurs significations qui le rendaient intraduisible lorsque on n'arrivait pas à poser clairement l'objet auquel il faisait référence. Le signifiant ici est réellement cette sorte de coquille vide ou de vaisseau que par la suite, et je cite Citon, dont l'interaction littéraire se sert de la forme vide afin de tisser des liens à l'aide de résonances connotatives entre des domaines d'expérience que nos pratiques fonctionnalisées tendent à considérer comme séparés. Donc si ici, je souligne le fait que Musset et Citon m'apparaissent pouvoir dialoguer ensemble, c'est parce que l'interaction entre l'œuvre et le lecteur nous a semblé être un fait important de l'esthétique de Musset, ce qui nous permet de réfléchir aux potentialités du langage en dehors de l'intentio auctoris, puisqu'ici, le texte lui-même contient les germes de plusieurs interprétations possibles, et c'est Musset lui-même qui s'arrange pour que ça soit possible. Donc lui-même se déleste finalement de cette instance auctoriale qui est la fonction auteur. Donc selon nous, si les textes de Musset semblent plus ou moins vagues dans leur description, comme dans le cas de la nouvelle Le Fils du Titien, ou s'il interagit beaucoup avec son lecteur au niveau métatextuel, comme dans Pierre et Camille, c'est que Musset avait à cœur un idéal auctorial axé sur la solidarité, orienté vers la co-notation, pour reprendre Citon, et la synesthésie, c'est-à-dire cette expérience multiple des sens, plutôt que vers la dénotation. C'est que Musset, finalement, n'opère pas un acte direct de communication, même si le texte le fait, évidemment. Mais comme nous le rappelle Steve Murphy, Musset n'écrit pas pour être lu, mais pour être relu. Celui-ci veut donc s'inscrire dans la durée, en modulant les époques et la beauté, les mots et les lecteurs. La tirade d'André Del Sarto, dans la pièce de théâtre qui porte le même nom, le dit clairement. Que chaque siècle voit de nouvelles mœurs, de nouveaux costumes, de nouvelles pensées, mais que le génie demeure invariable comme la beauté. Que de jeunes mains pleines de force et de vie reçoivent avec respect le flambeau sacré des mains tremblantes des vieillards. Qui la protège contre le souffle des vents, cette flamme divine qui traversera les siècles futurs, comme elle a fait les siècles passés. C'est pourquoi, je vais rappeler en terminant, qu'il y a encore au fond un relent de romantisme chez des penseurs comme Yves Citon. Et puis finalement, c'est tant mieux, puisque c'est cet acte d'actualisation qui nous permet encore d'accorder de la valeur à nos études littéraires. Merci.